Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 avril 2021. Comme à notre habitude, nous allons débuter par le contexte général de marché. Beaucoup de choses à dire, notamment concernant ces valeurs technologiques qui sont liées aux crypto-monnaies, des valeurs technologiques liées aux cryptos qui chutent considérablement et ça a pesé sur Wall Street hier. Et donc nous allons en profiter à la fin d'ailleurs pour parler de certaines hypothèses qui seraient mises en cause concernant la baisse des crypto-monnaies et plus particulièrement la baisse du Bitcoin. Nous allons détailler tout cela. Alors, le contexte de marché dans un premier temps. Alors, nous avons pu constater hier une séance en territoire négatif à Wall Street. Le S&P 500 a perdu 0,53%. Le Nasdaq a reculé de près de 1%, le Dow Jones de 0,36% et le Russell 2000 de 1,36%. Alors, ce qui est mis en cause directement, c'est la faible performance des valeurs technologiques exposées au marché des crypto-monnaies. Alors nous avons des actions, on en a déjà parlé de ces actions liées aux crypto-monnaies, soit elles en détiennent, soit elles investissent leur trésorerie, soit elles sont exposées d'une autre manière. Nous avons tout d'abord Tesla. Qui détient énormément de Bitcoin. Nous avons également Coinbase qui a été pénalisé, Riot Blockchain, Marathon Digital. Et c'est justement cette forte baisse des crypto-monnaies qui a eu lieu pendant le week-end, qui a pesé sur ces valeurs. Et donc des techs liés aux crypto-monnaies qui ont souffert de ce repli du marché. Alors il y a eu une pression supplémentaire d'ailleurs sur Tesla. Et pour cause, il y a eu un accident dans lequel deux personnes sont décédées au Texas samedi soir. Le véhicule était privé de conducteur. Alors on ne sait toujours pas si le système autopilote était enclenché, s'il est en cause, lorsque l'accident s'est produit. Et donc l'action Tesla a été doublement pénalisée. D'un côté, la baisse du Bitcoin, de l'autre côté, cet accident où l'autopilote pourrait être mis en cause. Et donc Tesla a cédé 3,4% hier. Nous avons bien entendu dans le contexte de marché également ces résultats d'entreprise qui sont tout de même source d'optimisme. Alors nous avons Coca-Cola qui a publié des chiffres trimestriels favorables, IBM qui a gagné 4% après la publication de la plus forte croissance de son CA, de son chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de 2 ans. C'est grâce notamment à ces services dans l'informatique dématérialisée et donc un télétravail qui continue de favoriser IBM. IBM qui fait état d'un BPA de 1,77 $, les prévisions tablées pour 1,63 $. Et nous avons également un chiffre d'affaires de 17,73 milliards de dollars. Les prévisions tablées pour 17,35 milliards de dollars pour ce premier trimestre 2021. Alors la direction d'IBM a déclaré que l'environnement des dépenses était en train de s'améliorer. Alors on fait un point à présent très rapidement sur le coronavirus. Le docteur Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré qu'il pensait que les États-Unis allaient probablement reprendre l'utilisation du vaccin Johnson Johnson avec peut-être quelques restrictions éventuellement. Et d'ailleurs, toujours concernant le coronavirus, et cette fois-ci au Japon, le Nikkei a perdu 2%. Il est sorti donc de ce triangle descendant, nous allons en parler un peu plus tard, étant donné que Tokyo et Osaka devraient repasser en état d'urgence en raison de la hausse des désinfections. Donc une situation qui se dégrade fortement au Japon et ça pèse sur la côte japonaise qui perd 2%, qui a perdu 2%. Les indices européens de leur côté, donc on a terminé sur une note plus ou moins stable. Nous avons un rythme de la vaccination qui semble s'accélérer sur le vieux continent, mais cela n'arrête tout de même pas la progression de cette quatrième vague de l'épidémie. À noter l'indice espagnol, l'IBEX 35, qui a progressé de 1,14%, après que l'on ait appris qu'il y aurait un certificat numérique Covid dans l'enceinte de l'Union européenne permettant les voyages et qui devrait être lancé en juin 2021. Et donc ce certificat viserait à permettre aux touristes qui répondent à certains critères, que ce soit de vaccination ou de tests PCR, de voyager plus aisément dans toute l'Union européenne. Et donc l'IBEX 35, étant donné que l'Espagne dépend énormément du tourisme, a progressé d'1,14%. C'est la progression à noter concernant les indices européens. Et en Europe, on attendra aujourd'hui les résultats de Danone, les résultats d'Atos. Et après la fermeture du marché, ce sera Kering qui nous présentera son rapport sur les résultats trimestriels.
Un petit point, très rapide, concernant la situation entre la Russie et l'Ukraine, hein. Nous l'avons détaillé lors du, Good Morning Market, du lundi 19 avril, le GMM d'hier. Le UK Times rapporte que la Russie a déployé plus de 150 000 soldats près de la frontière ukrainienne, hein. On va suivre de très près, hein, cette escalade des tensions et les États-Unis ont donc exprimé leur, inquiétude face aux tentatives de la Russie de bloquer certaines parties de la mer Noire aux navires étrangers. On se souvient que le Royaume-Uni avait envoyé donc, certains de ces navires. Donc ça se poursuit et on va suivre de très près cette situation, hein, parce que si un conflit venait à éclater, cet été, ce serait un catalyseur baissier. Ce serait donc, source, de repli concernant les indices. Donc on le suit dès le début et on va voir l'évolution de la situation à ce niveau-là. Alors, avant de parler du calendrier économique, on va parler du bitcoin, hein, de cette situation, de ce repli, du week-end, hein, à noter. Alors ici, un graphique, nous avons une capitalisation de tous les actifs numériques en circulation qui reste toujours supérieure à 2 000 milliards de dollars, hein. Voici ici la barre des, 2 250 milliards de dollars. On est toujours supérieur aux 2 000 milliards, de dollars à l'heure actuelle. Le volume quotidien moyen des transactions s'élève à 231,2 milliards de dollars et la domination du marché par le Bitcoin est tombée à 51,2%. Alors, la récente baisse est visiblement et probablement due à deux facteurs. On arrive à en déceler deux. D'un côté, nous avons des rumeurs qui laissent entendre que le Trésor américain pourrait inculper plusieurs institutions financières pour le blanchiment d'argent à l'aide de crypto-monnaies. Et de l'autre côté, euh, nous avons donc un autre facteur. Certains pensent que les pénuries d'énergie dans la province chinoise de Xinjiang, qui est l'une des principales régions de minage du Bitcoin, seraient responsables des récentes baisses. Alors il y a eu une coupure de courant qui a été provoquée par l'explosion d'une mine de charbon, ce qui a entraîné une chute immédiate de 30% du taux de hachage, hein. Un taux de hachage, le hash rate que l'on retrouve ici avec une moyenne mobile 6 heures. Donc baisse de 30% du taux de hachage et donc il faut savoir que les provinces de Xinjiang et du Sichuan représentent ensemble plus de 50% du hash rate de Bitcoin. Alors, on notera également que le cours du Bitcoin et le hash rate, le taux de hachage, ont toujours été corrélés. Alors, donc ce graphique, hein, qui nous présente le taux de hachage et la moyenne mobile 6 heures, nous montre que justement ce taux de hachage a recouvré ses pertes, hein. On a déjà effacé la baisse, hein, on l'avait effacé hier. Et donc, ce qui a permis justement ce rebond du Bitcoin. Souvenez-vous, hein, on va revoir le graphique du Bitcoin. En données H4, on est allé chercher la Kijun. C'est justement cette récupération du hash rate qui a permis visiblement le rebond du Bitcoin. Donc voilà pour ces deux éventuels facteurs, hein. On garde en tête, hein, ce graphique avec la moyenne mobile à 6 heures de ce hash rate. On est revenu justement sur la moyenne mobile à 6 heures. Et donc on notera également, il y a eu de fortes transactions, on va les voir. Et certains traders ont pu anticiper justement ici la mise hors ligne, si je puis dire, de mineurs en Chine. Et ça a déclenché la liquidation de positions à très court terme. 9000 bitcoins ont été liquidés sur Binance. On atteste ici ce graphique. Vous voyez, on dépasse les 8K, on dépasse les 8000, on était à 9000. Et c'était donc des personnes qui étaient visiblement informées, des personnes ayant un meilleur accès à l'information concernant ces événements qui ont eu lieu en Chine, hein. On peut le voir, ces personnes-là ont pu clairement en profiter, ont réagi très rapidement, hein. Ici, ce graphique représente le volume net de transfert de Bitcoin depuis Binance. Et donc, globalement, on a une liquidation de position à l'achat d'une valeur de 1,72 milliard de dollars en une heure pendant la journée de dimanche. Et si on élargissait à 24 heures, cela nous donne 927 000 positions d'une valeur de près de 10 milliards de dollars qui ont été liquidées. Donc voilà, visiblement, les causes de ce repli du Bitcoin. Bien entendu, nous allons suivre avec attention, nous allons suivre le graphique hebdomadaire qui sera crucial, notamment de par le RSI, si ce dernier
clôture sous la ligne des 70, ce qui nous donnerait un signal de vente et la baisse pourrait s'approfondir. Mais en tout cas, cet événement du week-end a pesé sur les techs liés aux crypto-monnaies, ce qui a ralenti, ce qui a pesé sur Wall Street, étant donné que nous avons terminé en territoire négatif. Tesla a été doublement pénalisé par cet accident qui a eu lieu samedi soir. Donc voilà pour ces précisions concernant le Bitcoin. Nous avions très rapidement parlé hier de ce repli. Nous avions parlé principalement des événements, des annonces en provenance de Turquie de vendredi matin. On les avait abordés également vendredi. Mais voici plus de détails qui expliquent concrètement ce repli du Bitcoin. Nous pouvons à présent nous intéresser, après cette longue parenthèse, désolé pour ceux qui ne s'intéressent pas au marché de la crypto-monnaie, nous allons nous intéresser au calendrier économique. Alors pas grand-chose aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, vous pouvez le constater, à part les stocks de pétrole brut. Et d'ailleurs, on parlera bien entendu du pétrole et je réagirai par rapport à un commentaire d'Antoine qui a évoqué donc la volonté de Novak, le ministre de l'énergie, de ne pas voir les cours du pétrole monter plus haut. Nous allons en parler un peu plus tard. Je me permettrai de répondre directement à ce commentaire. Alors nous avons pris connaissance des données concernant le marché du travail au Royaume-Uni tôt ce matin à 8 heures. Alors, on a eu une croissance des salaires moyens hors prime de 4,4%, on peut le constater ici, en glissement annuel. Le marché s'attendait à une augmentation de 4,2% en glissement annuel. La croissance des salaires, y compris les primes, a déçu. Elle s'est établie à 4,5%. En glissement annuel, les prévisions tablaient pour 4,8%. L'emploi de son côté a reculé de 73 000. Voilà, c'est cela. On a un emploi qui a reculé de 73 000 au cours des 3 derniers mois. Le marché s'attendait à un chiffre négatif de 150 000. Donc voilà concrètement pour les données en provenance du Royaume-Uni. On notera la belle performance du GBP-USD. On en a parlé hier, le câble, et effectivement, il a flambé pendant la séance d'hier. Alors aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, le calendrier économique ne nous propose pas grand-chose concrètement les stocks de pétrole, mais on aura des publications, on a parlé des publications, des rapports trimestriels d'entreprises européennes. On aura également aux États-Unis Netflix qui est très attendu par les investisseurs. On aura également Johnson Johnson et Travelers. Donc voilà pour le calendrier économique, le contexte de marché, le point sur le Bitcoin, la mise à jour sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Nous pouvons nous intéresser à présent aux indices boursiers, notamment le Nikkei, on le voit, une situation pandémique qui s'aggrave, un état d'urgence probable à Osaka et à Tokyo. On est sorti de ce triangle descendant. La théorie veut qu'on en sorte par le bas. C'est le niveau horizontal qui est franchi dans ce genre de figure. Ça aurait été un triangle ascendant. Ça aurait été l'inverse, si je puis dire, avec ici donc un niveau horizontal et une trendline, une oblique haussière, on en serait sorti par le haut. La théorie veut qu'on sorte par le bas des triangles descendants. C'est ce qui est arrivé. On est passé sous cette zone de support, elle a été franchie. Alors attention, le repli pourrait s'approfondir. Il faut que le Nikkei parvienne à se ressaisir, à se hisser au-dessus des 29 210 points pour espérer une reprise haussière. La publication des résultats a commencé cette semaine au Japon. Ça pourrait le permettre, mais attention, c'est une alerte baissière. D'un point de vue Ishimoku, on a eu une sortie du nuage par le bas avec le franchissement de la cassure de cette figure chartiste et donc une sortie qui nous donne un signal de baisse validé par la Chikuspan. Donc vous l'aurez compris, deux scénarios, soit la Chikuspan réintègre le nuage, dans ce cas-là, le signal est invalidé, soit on ne parvient pas, la Chikuspan ne parvient pas à réintégrer le nuage, et donc une baisse qui pourrait s'approfondir parce que Ishimoku, même si la figure chartiste nous a donné un signal de vente, Ishimoku vient tout juste de nous le donner. Le CAC 40, alors ça dépendra grandement des résultats de Kering. Sachez que c'est le secteur du luxe qui porte le CAC 40. Et donc, bon, aujourd'hui, étant donné que ce sera après la clôture des marchés, l'enjeu à la clôture sera de réussir à clôturer au-dessus des 6223 points. Et Kering pourrait apporter du carburant pour l'ouverture de demain avec un éventuel gap haussier. Donc le luxe qui pourrait surprendre, qui pourrait faire état de résultats optimistes. Alors le DAX, alors il y a eu un repli hier, on a terminé en territoire négatif, on est allé chercher la Tenkan, on est sous le retracement externe des 127,2%. Vous voyez, on l'avait pulvérisé précédemment et
pullback pour aller se cacher sous ce niveau. Alors il faut réussir à le franchir à nouveau pour espérer aller chercher les 15 600 points. Concernant le DAX, attention à toute cassure de la Tenkan, on pourrait se replier en direction des 15 157 points. Pour le DAX allemand, ce niveau, c'est simplement une précédente projection d'Osoda. Alors le DAX en données H4, c'est un retour à la Kijun qui a été effectué. On n'atteint toujours pas ce point NT. Un point NT à 15 600 points, c'est le niveau que l'on a abordé en données journalières ici. On notera un nuage en soutien en cas de cassure de la Kijun, en cas de cassure des 15 340 points pour le DAX. Le Nasdaq, alors le Nasdaq qui s'est replié hier, un net repli, les valeurs technologiques ont été lourdement pénalisées. C'est un retour vers les 13 890, très exactement. On rebondit à l'heure actuelle sur ce niveau. Quel est ce niveau? C'est tout simplement le précédent record historique, celui de la mi-février. Et donc, nous avons marqué une pause précédemment pour aller marquer un nouveau record historique, pullback sur les précédents records historiques. Alors, est-ce que ce sera un point de redémarrage pour le Nasdaq? Tant qu'on ne le casse pas, c'est tout à fait probable. Et on a un objectif, souvenez-vous, ce retracement externe à 127,2%, les 14 350 points. On se base sur ce précédent repli ici, un repli qui nous avait emmené, souvenez-vous, sous le nuage, suite à la hausse du rendement du 10 ans, des rendements du 10 ans américain. D'un point de vue intraday, le nuage joue son rôle, il fait office de support, aucune alerte baissière à ce niveau-là. D'un point de vue H1, on est passé sous le nuage, certes, il y a eu un signal de vente, mais il a été invalidé. La Chikuspan a réintégré le nuage. Donc pour le moment, on est sur la corde raide, si je puis dire, en H1, donc on n'est pas à l'abri d'un éventuel repli de très court terme, mais on garde tout de même en tête les données journalières. S'il n'y a pas de clôture en dessous de ce niveau-là, les 13 890 plus largement de la Tenkan, il n'y a pas de souci à se faire pour le moment. En revanche, en cas de clôture en dessous, on pourrait aller se replier. Le repli pourrait s'approfondir en direction du retracement de Fibonacci à 78,6%, et ce sont les 13 530 points. Donc, d'un point de vue journalier, il n'y a pas péril dans la demeure. D'un point de vue intraday, prudence à un éventuel repli de très court terme en cas de signal baissier, car cette fois-ci, nous sommes à la limite de la borne basse du nuage, alors que précédemment, lors de la précédente sortie, on intégrait à peine le nuage. Donc là, il y a une grosse différence à l'heure actuelle entre lorsque nous étions à ce niveau-là et à l'heure actuelle. Cela est dû au positionnement de notre Chikuspan. Donc on s'intéresse au passé à présent, car le nuage entre-temps s'est rehaussé. Le S&P 500, léger repli hier, 4160 points. Les données journalières ne nous rapportent pas grand-chose. On est tout de même très proche des records historiques. On remarque ici ce repli au contact de cette projection d'Osoda, une projection que l'on avait dépassée. On s'est replié pour aller chercher la Kijun. Retour à la moyenne. On teste la Kijun. À noter que ça faisait très longtemps en données H4 que l'on n'avait pas testé la Kijun. Donc ici, il faut remonter à son franchissement. Il faut aller jusqu'au 25 mars. Alors je ne me trompe pas, c'était vraiment... oui, tout à fait. Depuis le 25 mars, il n'y avait pas eu de test de Kijun concernant le S&P 500. Et un franchissement des 4172 points serait donc un signal haussier pour aller chercher les 4210 points. Le retracement externe à 261,8%, retracement de ce repli de court terme qui nous avait placé sous le nuage. Le Dow Jones, on marque une pause sous la projection de Soda V, 34 138. Alors pour ceux nos nouveaux auditeurs, alors c'est vrai que récemment je n'ai pas beaucoup expliqué les projections de Soda. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'en parle comme si tout le monde connaissait, comme si tout le monde maîtrisait. Alors je l'explique très souvent. Et donc, j'essaie bien entendu de ne pas l'expliquer tous les jours, mais si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Alors, on est sous une projection de Soda pour le moment, on temporise, on marque une pause. Concernant le Dow Jones, rien à signaler en données intraday, on a un objectif assez éloigné, aux portes des 35 000 points, c'est un seuil psychologique, on est légèrement en dessous des 34 000.
Donc pas grand-chose hein, sur le Dow Jones. On le voit, un nuage qui fait office de support. Donc il fait office de support, il tient bon, il tient les cours. La Chikou Span, en cas de repli, aurait tout de même pas mal d'obstacles. Mais si on se replie, on franchit ces obstacles, on a un trou d'air ici. Pour le moment, il serait plus simple hein, de casser la Tenkan pour repartir à la hausse. Le Russell 2000, un nuage en support, hein, c'est parfait, ça maintient, ça contient la baisse, renforcé par ici les 2225 points. Donc ici, c'est la sortie de nuage qui nous donnera un signal. Soit on en sort par le bas et dans la foulée, on a une Chikou Span qui sort du nuage, donc ce serait un signal de vente immédiat en direction des 2200 points, peut-être pour approfondir davantage. Soit on sort par le haut du nuage. Dans ce cas-là, on aurait validation après le franchissement ici de 2260 et c'est direction les 2300 points. Bitcoin en données hebdo. Alors ce que l'on disait en introduction, attention à la clôture. Si on clôture sous la ligne des 70, on pourrait approfondir la baisse. Et d'un point de vue hebdo, c'est la Kijun qu'on pourrait aller chercher. Ce sont les 38 600 dollars qui pourraient être ciblés. Mais on aura avant cela un support intermédiaire aux alentours des 45 000 dollars. Donc attention hein, tout de même. Un Bitcoin qui a perdu pas mal de terrain cette semaine. Vous voyez à gauche ce petit encadré qui nous donne les performances, si je puis dire, en hebdomadaire. On a vraiment perdu du terrain. On était à un plus haut de 60 317 pour marquer un plus bas à 30 546 dollars. Hein. C'est vraiment considérable. Et on a ici un repli de plus de 16%. On est allé chercher pratiquement les 20% depuis les précédents records historiques de la semaine dernière. Donc prudence sur le Bitcoin. D'un point de vue intraday, on teste à l'heure actuelle un support. Attention à ce support, s'il était franchi, on irait chercher à nouveau ce précédent creux aux alentours des 50 500 dollars. Et on voit ici hein, cette hausse suite à la reprise du hash rate, du taux de hachage. On est allé chercher la Kijun en données H4, c'est ce que l'on disait justement en introduction. Et on se replie à l'heure actuelle. Et ça nous met la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons une éventuelle projection d'Osoda. Alors la question assez difficile, d'ailleurs, on remarque une petite figure en épaule tête épaule à ce niveau-là. Elle n'est pas très belle. Mais bon, elle aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. On a eu d'ailleurs un pullback hein, sur la ligne de coup, on le voit à ce niveau-là. On a atteint l'objectif théorique. Elle est toute petite hein, tout de même, mais c'est ce qui nous a ramené peut-être à ce niveau-là. Et on notera que l'on avait, donc vous le savez, les projections d'Osoda, lorsque l'on a une figure, la sortie d'une figure est une projection. Et vous voyez, c'est assez précis. Ça nous donne ce palier de Kijun que l'on a testé, sur lequel on est revenu en pullback. Je vais peut-être le mettre en rouge un peu plus foncé ici, pour que ce soit clair. Ça doit être un réflexe lorsque l'on a, effectivement, on a l'objectif théorique, lorsque l'on a une figure en ETE, mais nous avons également les projections d'Osoda. On prend le sommet de la tête pour point A, on prend le sommet de l'épaule droite, c'est notre point C, et nous avons ici une projection d'Osoda et ça nous a donné le point de pullback. Lorsque l'on est revenu, le hash rate est remonté, on est revenu justement sur la projection d'Osoda. Donc ici un support devenu résistance. Et donc à l'heure actuelle, c'est ce support hein, qui comptera principalement. Si on le casse, attention, la baisse pourrait s'approfondir. Hein. Nous avons ce niveau que nous sommes allés chercher, le point A plus ou moins d'une précédente projection, d'un précédent mouvement haussier. Et plus précisément, à ce niveau-là, c'était une projection également d'Osoda. C'est pour ça que je les garde. Ce sont des niveaux extrêmement précis. Et si on venait à le franchir, si on passait en dessous, on pourra aller chercher ce palier d'SSB. Ici, les 47 580 dollars environ. Dernier rempart avant les 43 300. On aura tout de même les 45 000 avant. On en a parlé en données hebdomadaires. Donc prudence hein, sur le Bitcoin, on n'est toujours pas, on est loin d'être sorti d'affaires et on portera une attention particulière à cette crypto-monnaie pendant cette semaine. Le marché des matières premières. Alors on a un gold qui marque une pause sur la borne supérieure de ce canal baissier. On est dans le nuage, on avait mis l'hypothèse de marquer une pause ici avant de sortir en fin de semaine par ce niveau-là. Ce serait beaucoup plus aisé pour le gold. Alors oui,
Je le pense toujours, pourquoi pas? Pour le moment, on tient bien, hein, sur, la borne supérieure de ce canal baissier. En parlant de canal, nous avons également un canal haussier en données H4, un canal haussier qui pourrait accompagner la hausse. Alors je vais essayer d'avoir un graphique un peu plus beau. Voilà, donc on remarquera le nuage qui avait agi comme support et ici un canal haussier qui accompagne la hausse. On a une résistance à 1780 $, une zone de résistance ici marquée également par le retracement de Fibonacci à 50%. Si on venait à franchir cette zone, direction les 1800 $, vous l'aurez compris, et cela nous permettrait de rester dans l'enceinte, hein, de ce canal haussier. Mais on pourrait se replier vers la borne inférieure et un tel scénario serait opportun pour les acheteurs en cas de repli ici. Pourquoi? Parce que d'un point de vue Ishimoku, ce que l'on remarque, c'est que cette borne inférieure du canal haussier est renforcée par le nuage. Donc cela nous rassure, hein, quant à toute tentative baissière, toute tentative d'approfondissement de la baisse. Donc ce serait un scénario plutôt opportun en vue de se positionner pour accompagner une hausse en direction des 1800 $. Si on franchit les 1800 $, on va chercher les 1833. C'est la prochaine projection. Pardon, excusez-moi, je m'en mets les pinceaux. C'est le prochain retracement de Fibonacci à 78,6%. Le silver avait marqué une pause sous les 50%. Retracement également de Fibonacci de cette baisse. On tente de s'en affranchir à l'heure actuelle. Même topo que le gold. Nous avons un canal haussier. Si on se replie en direction de la borne inférieure, ce qui n'est pas sûr du tout, on aura un nuage également qui le renforce et un retracement de Fibo ici à 38,2%. Mais en tout cas, l'objectif est ici. Et d'ailleurs, un objectif que l'on ne voit plus car nous avons une projection, hein, d'Osoda qui coïncide avec le retracement de Fibonacci à 61,8%. Et ce sont les 26,50 $. Alors le pétrole, ça va me permettre de discuter avec vous donc de cette remarque d'Antoine concernant effectivement cette volonté de Novak, ministre de l'énergie russe, de ne pas avoir des cours du pétrole trop élevés. Alors effectivement, la situation pandémique en Inde qui laisse craindre concernant la demande de pétrole, hein. L'Inde est un pays très important d'un point de vue des fondamentaux, d'un point de vue de la demande. C'est un client très important. Alors oui, certes, hein, je rejoins tout à fait les arguments d'Antoine qui laissent présager un éventuel repli, mais à moyen terme à mon avis, car concernant Novak, la question se posera pendant la prochaine réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP, et pour l'Inde, il faudrait une poursuite, une continuation de la dégradation de la situation sanitaire, car à court terme, les cours du pétrole profitent de la faiblesse du billet vert. C'est vraiment le facteur qui agit à court terme, et vous voyez, on est en train de s'envoler aujourd'hui encore une fois, on est à 67,83 $, et donc c'est réellement la baisse du billet vert, hein, qui agit à court terme, mais je rejoins les arguments d'Antoine. Effectivement, lors de la prochaine réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP, on pourra avoir une certaine résistance de la part de la Russie, de la part de Novak, et si la situation venait à se dégrader en Inde, cela pourrait peser davantage. On attendra des prochaines estimations concernant la demande de pétrole, et ces estimations pourraient être revues à la baisse. On parle très souvent de ces estimations de la demande de pétrole pour le trimestre à venir ou autre, et si la situation venait à continuer, si la dégradation venait à se poursuivre en Inde notamment, on pourrait avoir une baisse des estimations de la demande trimestrielle, et là ça pourrait peser sur le pétrole. Mais pour l'heure, on garde en tête tout de même ces facteurs de court terme et la baisse du billet vert qui favorise la hausse du pétrole WTI qui est actuellement en route vers les 65 dollars. Et on le voit d'un point de vue hebdomadaire, on a très bien rebondi, hein, sur cette oblique baissière. Donc sur le court terme, Antoine, pour répondre à votre question, je pense que c'est plutôt haussier, mais effectivement à moyen terme, on pourrait avoir une pression baissière qui pourrait se matérialiser à la suite de la réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP+, éventuellement, mais également si la situation sanitaire en Inde venait à se dégrader. Et donc ce scénario est toujours d'actualité. Vous voyez, on a franchi le précédent sommet et on disait hier qu'on était éventuellement à mi-chemin. On est sur du court terme ici, nous sommes sur du H4 et donc on pourrait aller chercher les 66,37 $ pour le pétrole WTI. On voit en hebdomadaire 66,37 $. En hebdomadaire, il faut le relativiser, ce n'est pas très haut. On pourrait atteindre ce niveau-là et voire même échouer sur le précédent sommet, et donc les éléments que vous avez indiqués en commentaire hier pourraient se matérialiser et entraîner une nouvelle baisse. Et donc ça, c'est un point de vue hebdomadaire de plus moyen terme, mais à court terme,
vous voyez, nous progressons et on va directement vers les 66,37 $ pour l'heure. Le tout, bien entendu, sera de franchir des niveaux intermédiaires, les 65 $, ce qui ouvrirait éventuellement la voie à 66,37 $. Mais donc, il y a plusieurs raisonnements à avoir. On regarde les éléments de très court terme, le dollar américain, la baisse du dollar américain qui favorise la hausse du pétrole, mais également la percée haussière de l'euro-dollar, hein. Moi-même, je ne m'y attendais pas et l'euro-dollar effectivement a effectué une percée haussière hier. Et par la suite, on prend du recul et c'est là où on s'intéresse à notre graphique hebdomadaire. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait tout le temps lors de la vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Tous les mercredis, on prend du recul et c'est là que l'on aborde ces éléments de moyen à long terme. Mais pour le moment, à court terme, c'est haussier depuis la sortie de cette figure chartiste. On a marqué une pause, peut-être à mi-chemin, et la progression se poursuit. On a réussi à franchir les 63,60 $. Même topo, vous voyez, pour le Brent ici en données H4, on est sorti de cette zone de consolidation de très court terme. On est en train de s'attaquer aux 67,90 $ à l'heure actuelle. Et un franchissement de ce niveau plaidera en faveur d'une poursuite de la hausse vers les 69,30 $. Donc voilà pour cette parenthèse, merci pour votre commentaire, hein, Antoine. Effectivement, commentaire qui était fondé, des arguments qui se valent, et on va très certainement en parler dès mercredi. Le blé, configuration très intéressante, hein, je pense m'intéresser de plus en plus au blé, car effectivement, hein, cette figure en épaule, tête, épaule inversée est en train de se concrétiser. On pourrait aller chercher les 662 $ pour poursuivre direction 670, voire 693. Les 693, c'est tout simplement le précédent sommet de la mi-janvier. Donc très belle figure en épaule, tête, épaule inversée, hein. Celle-ci est belle, elle est très précise, on le voit. Et habituellement, d'expérience, ce sont également les plus précises en termes d'objectifs théoriques. On a pris le temps de construire cette figure en ETE inversé. On a pris le temps de construire une belle épaule gauche, une belle tête et une belle épaule droite. On a cassé la ligne de coup et donc on pourrait assister à une accélération très prochainement. Ce qui invalidera la figure, éventuellement une cassure de la ligne de coup, ça arrive. Repassage sous cette ligne de coup et plus largement un passage, le premier signal d'alerte avant le franchissement de la ligne de coup, ce serait une cassure de cette oblique haussière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite. Donc deux niveaux à surveiller tout de même, hein, pour ceux qui se sont exposés au blé. Premièrement, cassure de cette oblique haussière ici que je vais mettre en noir. Et deuxièmement, hein, si je puis dire, ce qui annulerait la figure, un passage sous la ligne de coup. Alors le copper, bon, voilà, hein, vous connaissez les perspectives, elles sont haussières. Le copper fait son petit chemin en direction des 9496 peut-être pour aller plus haut. On voit la configuration journalière. Ici, c'est ce que nous fait le copper, hein, très souvent. C'est ce qu'il nous a fait la dernière fois. On va en direction du nuage, tout doucement, après avoir marqué un précédent sommet, et on repart à la hausse. Ici, on a marqué un sommet, on part vers le nuage, on l'a carrément testé ici. Et est-ce que ça présage une éventuelle percée haussière à suivre? En tout cas, ce serait confirmé si on venait à franchir le précédent sommet, hein, comme c'était le cas ici. Avec un beau gap aussi, on l'avait franchi, on est parti en marquer un nouveau. Donc on suivra également le copper avec énormément d'attention. Et ici, c'est la sortie du range qui nous a mis la puce à l'oreille. On passe à présent sur le marché d'échange avec cette baisse du biais vert. Vous voyez, en mensuel, on appelle le 20 avril, hein, et on a effacé la hausse du mois de mars. Et ça favorise bien entendu le pétrole, ça a favorisé également le gold et le silver, hein, qui sont vous voyez, en données hebdo, on réintègre le range. On est vraiment en train d'annuler le scénario haussier du biais vert. Ces obstacles-là ont eu raison de la Chicouspagne qui s'est repliée sans obstacle à la baisse et qui est en train donc de poursuivre son repli à l'heure actuelle. On le voit en données journalières, on a carrément intégré le nuage. Je m'attendais, je l'avoue, à un rebond éventuel, hein, sur le haut de ce nuage. Là, on est vraiment sur le support ultime, le bas de nuage. Donc en journalier, si on casse notre nuage,
prudence, la baisse pourrait s'approfondir davantage. Qui dit baisse de l'euro-dollar, approfondissement de la baisse de l'euro-dollar, vous l'aurez compris, hein, on aura un pétrole qui irait chercher les niveaux que nous avons énoncés précédemment, mais également les métaux précieux, sans parler de l'euro-dollar qui sortirait de son nuage par le haut. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que nous avons tout de même une faiblesse de nuages. Nous avons un twist. La Chikuspan pourrait en profiter pour passer et ce serait un signal d'achat qui nous est donné ici par une éventuelle sortie de nuage par le haut qui serait validé dans la foulée. Et là, on pourrait progresser. On a franchi les 1,20. C'est un très gros niveau pour l'euro-dollar. Très belle percée haussière hier. Et effectivement, hein, souvenez-vous, je ne m'y attendais pas, je m'attendais plus à un refus à ce niveau-là, suite au rebond du billet vert au contact de son nuage. Il n'en est rien, l'euro-dollar part à la hausse. Alors je ne veux pas parler de figure en épaule tête épaule inversée ici, au vu de la seconde épaule, hein. Voilà, ici on a une double épaule. Pour moi, ce n'est pas une TE inversée, hein, principalement, mais on a simplement eu un franchissement d'une résistance majeure, les 1,20, percée haussière en direction des 1,21 éventuellement, dernier rempart avant les 1,41, 1,21,50, pardon. Très beau le GBP-NZD, hein. On l'a eu notre pullback sur l'oblique haussière, la trendline, très précis, renforcé par la Kijun, et on s'écroule directement au contact de cette dernière pour se placer en dessous de retracement de Fibonacci à 50%. Alors pour le moment, on pourrait encore approfondir la baisse pour aller chercher à nouveau le nuage. D'un point de vue technique, ça se joue, mais bon, statu quo pour le moment, c'est en train de se restreindre. Ça a été très précis effectivement, hein, on le voit ici, on aurait pu tout déterminer. Cassure de la trendline, on va chercher le nuage. Pullback, retour sur la trendline, on se replie, on passe sous les 50%, donc on peut envisager un retour vers les 1,9245. GBP-USD également, attention, ici on est sur un niveau extrêmement précis, on est sorti du nuage par le haut, la Chikuspan est en train de se désengager, un signal d'achat qui pourrait se confirmer aujourd'hui à la clôture journalière. En tout cas, on avait déjà eu notre signal en données H4 et c'était extrêmement précis, c'est allé très très vite depuis la validation, une validation qui nous a été donnée à ce niveau-là lorsque la Chikuspan s'est désengagée. On a assisté à une accélération aussi en direction du premier précédent sommet qui date du 6 avril. On est allé chercher le sommet qui date du 18 mars. Et là, on est en pullback sur ce niveau du 18 mars aux alentours des 1,3950. C'est vraiment très beau et on s'est replié au contact des 1,40. Alors, si on parvient à se hisser au-dessus des 1,40, on validerait le signal d'achat ici en journalier et on pourrait repartir à la hausse, pourquoi pas en direction des 1,41. Donc très beau sur le GBP USD. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Donc j'insiste encore une fois, si vous avez des questions concernant les projections d'Osoda, n'hésitez pas à me les transmettre. J'ai sinon un article, hein, qui récapitule les différentes projections. Je pourrais vous le transmettre en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, merci pour votre engagement en commentaire, vos différents messages d'encouragement, vos suggestions. Si vous avez des informations sur n'importe quel marché, comme ce qu'a fait Antoine par exemple concernant la volonté de Novak, n'hésitez pas à nous les transmettre, on pourrait en débattre le lendemain. Merci à toutes et à tous, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, vous pouvez même la partager sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Mais demain, c'est également le rendez-vous de la vidéo matières premières et fondamentaux, hein, pour ceux qui sont spécialisés sur ce compartiment. Nous allons donc aborder pas mal de sujets. Bonne journée et à demain. Au revoir.